Bien le bonjour et bienvenue dans la première page, la capsule sonore des éditions Morgan. Un espace où l'on prend le temps de partir à la rencontre des voix qui se cachent derrière ces livres pour partager leurs envies, leurs univers, mais aussi leurs doutes, leurs influences et leurs secrets de fabrication. Pas de résumé, pas de spoiler, juste un avant-goût à écouter avant de tourner la première page. Morgan. Aujourd'hui, nous vous parlons du troisième livre des éditions Morgan, Le procès des violences intrafamiliales à l'affaire Pellicot de Julie-Émile Fabre, artiste, autrice, illustratrice, professeure agrégée et docteur en beaux-arts. Julie-Émile Fabre est aussi critique et commissaire d'exposition. Elle est aujourd'hui avec nous dans cette première page pour un travail aussi personnel que politique. Témoin aux audiences du procès pour viol de Mazan, elle établit un lien direct entre cette affaire judiciaire et les violences qu'elle a elle-même subies. Un texte fort, frontal, incendiaire, illustré par des croquis du procès, saisissant les attitudes, les postures et les corps qui nous obligent à regarder le viol tel qu'il se produit dans nos sociétés. Bonjour, Julie-Émile. Bonjour David. Alors, malgré le sujet particulièrement difficile, comme dans chaque épisode, je te propose quand même de commencer avec la question qui ouvre ce podcast, puisque cette émission s'intitule La première page. J'aimerais que tu nous décrives justement celle que tu as composée pour ton livre. Je regarde à nouveau donc, l'ouverture de mon livre. Alors Mhm. qu'est-ce que je vais considérer comme la première page? C'est probablement, l'incipit, enfin ce que j'appelle, moi l'incipit, c'est-à-dire, heu, un dessin qui est un dessin très personnel effectivement, qui est un dessin de rêve, qui est accompagné par, un court texte, répétitif où je dis effectivement: «Je n'ai pas été violée, cette image c'est moi telle que je m'apparais en rêve», et cetera. Voilà, pour moi, ce serait la première page, du livre si on joue le jeu. Ce dessin, c'est un dessin vraiment issu de mon imaginaire, enfin, c'est-à-dire que j'ai vécu en rêve, une image, que j'ai restituée au réveil. D'abord, au trait, donc à on va dire, à la ligne claire, on pourrait dire ça comme ça, et c'est un dessin où je me vois, nue, avec, les cheveux, devant le visage, les bras ballants, les jambes légèrement écartées parce que, encombrée par une sorte de poche, qui descend, entre mes parties, génitales et qui encombre ma marche, donc et qui m'empêche quelque part de me mouvoir, correctement. Alors c'est une page très, très, très forte, Thomas Ragon, directeur éditorial. ultra dérangeante en fait, parce que, Mm. d'emblée, Julie-Émile Fabre, nous montre et nous dit bien, à la fois que cette histoire de procès Pellicot, elle n'a pas vécu la même chose et qu'en même temps, elle a vécu la même chose et qu'elle se représente avec une image de rêve qui est très dérangeante, qui concerne, les parties génitales d'un être humain, qui sont les siennes, telles qu'elle le rêve. C'est très dérangeant et le texte qui accompagne cette image, c'est une colonne, il doit y avoir une vingtaine de lignes. Julie-Émile dit qu'elle n'a pas été violée et cette colonne de texte se finit par «Je n'ai pas été violée, mais le viol me concerne», et en fait tout ce que le livre va dire par la suite, c'est que du point de vue d'une femme, on pense et on est concerné par le viol en permanence, jusque dans les rêves, jusque dans les représentations psychiques qu'on peut se faire des relations hommes-femmes. Il y a des choses très troublantes, très violentes, qui ne sont pas physiquement violentes. Et en tant qu'homme, ce qui est mon cas, de lire cette violence à l'œuvre symboliquement, c'est d'une... Moi, ça m'a vraiment bouleversé au sens propre du terme, quoi. Ça fait vaciller les certitudes. Donc voilà, c'est une première page qui est très 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 forte, qui est un peu dérangeante, et qui explique bien quelle est la démarche de l'autrice. C'est-à-dire de dire qu'à partir de cette affaire, soi-disant monstrueuse, extraordinaire, en fait, non, c'est extraordinaire par l'ampleur, mais c'est surtout extraordinaire par le fait que Gisèle Pelicot a voulu tout dire, tout montrer. Ce que les femmes ont très légitimement beaucoup de mal à faire. Et que le courage extraordinaire de Gisèle Pelicot, c'était ça. Mm. Donc voilà, c'est vraiment la partie, cette affaire incroyable. Je l'ai vécue à divers degrés moi-même.
Donc c'est un dessin qui est assez fort, assez marquant, assez énigmatique, que j'ai ensuite, au moment de un peu avant l'écriture du livre, retravaillé, à la craie, donc à la couleur, et c'est comme ça qu'il apparaît, sur la première page, de cet ouvrage. Et il est important ce dessin parce que, il symbolise, un empêchement, comme on peut en avoir toutes et tous, dans notre vie, quelque chose qui nous fait trébucher, quelque chose qui est, comme un grain de sable dans la chaussure, mais qui est une forme de blessure, on va dire, qui là se manifestait à moi, et à partir de laquelle, je pouvais me mettre à penser. Donc voilà, c'est un dessin qui ouvre le livre et j'y reviens à la toute fin de ma conclusion, Mmh. en disant qu'effectivement, il avait été difficile pour moi à montrer, à révéler, mais je pense que le livre, retrace, un petit peu, tout le parcours intérieur, qui a pu être le mien pour que j'en sois, capable et que je puisse en faire quelque chose, qui ne soit pas que, de la sphère intime, mais qui soit en fait, quelque chose qui est une manifestation que l'on peut partager, parce qu'elle peut s'avérer, rejoindre des problématiques très, très communes. Alors Sullivan, concernant, alors c'est pas tout à fait la première page du livre, c'est un portrait qui arrive assez rapidement de Gisèle Pellicot qui s'exprime à la barre le 23 octobre 2024. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce portrait? Déjà que c'est le premier dessin que j'ai découvert Ah. du procès. Sullivan Rouault, fondateur et co-directeur éditorial. Quand Thomas m'a présenté le projet qui était encore en cours de réalisation, je pense, je situe ça à peu près à l'été 2025, que forcément ça m'a touché parce que déjà je le trouve extrêmement réussi, qu'il y a une économie de traits sur ce dessin, qui est, notamment au niveau de ses cheveux, qui est assez fascinante, et puis elle se tient très droite, et voilà, il y a quelque chose de très digne dans ce dessin, que tout de suite ça met en avant la promiscuité qu'il y a eu de Julie-Émile avec les acteurs de ce procès, particulièrement Gisèle Pellicot, mais aussi forcément tous les accusés, et qu'elle regarde à ce moment-là, du coup, quand elle est debout. Et forcément, une question très pragmatique qui s'est posée, c'est est-ce que c'est notre couverture? Ah. Puisque alors l'album ne s'appelait pas encore Le procès à ce moment-là. Il me semble que son titre, c'était Survivre à l'enfance, notamment par rapport à la dimension des violences intrafamiliales, Oui. qui fait partie du titre final aujourd'hui, puisque le titre c'est Le procès, voilà, mais le sous-titre c'est Des violences intrafamiliales à l'affaire Pellicot. Oui. Et donc forcément, comme le titre n'embarquait pas tout de suite Pellicot, le nom Pellicot dedans, c'est une piste qu'on a écartée. Et à la fois, ça a permis de poser la question, est-ce qu'on a envie d'avoir Gisèle Pellicot sur la couverture du livre ou pas? Et la réponse de Julie-Émile était, je ne crois pas. Parce que c'est un livre où elle se livre beaucoup sur elle aussi, où elle fait un parallèle entre ce qu'elle a vécu au premier rang, du coup, dans l'audience, enfin, durant tout ce procès à Avignon, mais aussi sa propre histoire, sa propre enfance. Et donc les fameuses questions de violence intrafamiliale, puisqu'elle fait le constat quand même que la très grande majorité des accusés ont partagé des histoires autour de leur propre enfance et les propres abus qu'ils ont subis. Et c'est vraiment ça le sujet du livre en fait. Alors c'est pas un livre de sociaux, c'est un essai où elle propose des pistes et elle constate beaucoup en faisant forcément une sorte de parallèle avec sa propre histoire, mais c'est pas uniquement l'histoire de Gisèle Pellicot. 21 septembre 2024, tu es dans ton atelier du côté de Nîmes, pas très loin d'Avignon, le lieu du procès. Tu écoutes une émission sur France Inter et là, il y a un déclic. Tu racontes dans ton livre que cela faisait longtemps que tu cherchais à comprendre les différentes formes de violence utilisées comme outil de domination et de soumission. Tu t'intéresses en particulier au moment où la violence se déclenche, à ce point de bascule où des personnes qu'on considère comme ordinaires, entre guillemets, passent à l'acte. Et donc, tu composes ensuite le numéro de téléphone du tribunal d'Avignon pour savoir comment assister au procès. Comment ce déclic personnel a-t-il orienté l'écriture de ton livre? Alors en effet, je m'interrogeais donc depuis de longues années, sur, différents types de violences auxquelles on est confronté dans notre société. Des violences, on va dire de genre, hein,
au sens large, on va dire, dans le cadre de, ce qu'on appelle, la domination masculine, ou le patriarcat, ou une sorte d'échafaudage politique qu'on peut appeler la culture du viol aussi, qui structure les rapports sociaux entre hommes et femmes. Donc voilà, ça c'était quelque chose, sur lequel je réfléchissais beaucoup, heu, tant, dans, ces grandes forces, qui nous traversent, toutes et tous, mais aussi, dans les particularités de mon propre parcours. Et ces violences de genre, évidemment, elles sont vécues, dès l'enfance. Elles sont vécues, alors moi j'ai un frère, donc entre, un frère et une sœur, comment est-ce qu'on s'adresse à un garçon ou à une fille, dès l'enfance? Comment ensuite, un parcours, scolaire, un parcours, ensuite, du rapport au choix d'un métier, d'une profession, voilà, peut s'enclencher, voilà, toutes ces résonances ensuite, d'autres types de violences où en fait on se positionne, dans la vie, et dans les rapports humains, à la fois avec les rencontres amoureuses que l'on peut faire, heu, les situations, on va dire, de choix de couple, de choix d'avoir un enfant ou pas, comment on traverse les études supérieures, si on a la chance de pouvoir le faire, l'emploi, et cetera. Donc, on va dire que toutes ces expériences vécues, ont donné lieu, à des prises de conscience, d'inégalités diverses, à des colères, à des révoltes aussi que l'on peut avoir, que l'on peut ressentir parce on comprend un certain nombre d'injustices et puis surtout on les vit, donc elles créent, des émotions évidemment que l'on essaie de digérer plus ou moins bien, des choses que l'on essaie de comprendre dans les mécanismes. Et dans une part plus personnelle et plus intime, voilà, je me suis affrontée à des violences plutôt, on va dire, verbales, voire psychologiques ou tout simplement, sociales, déjà vis-à-vis de ma famille, de mon père, de Oui. ma mère, hein, ce qui est le cas, je pense, pour tout un chacun. Hem Et puis voilà, j'ai vécu un certain nombre de choses, notamment avec mon père auquel à un moment donné, j'ai voulu mettre un terme. Et mettre un terme parce que la situation, père-fille, devenait intenable, notamment pour des choix, personnels que je faisais, le choix d'adopter un enfant pour moi et qui était, vu sous l'angle d'un refus et d'un jugement, que je n'ai pas accepté, ou toute autre chose, par rapport notamment à mon choix, d'adopter, enfin d'embrasser une voie artistique, qui était absolument Mmh. pas, du goût, de mon père ou de mes parents, ce qui est encore une fois, je je parle aussi quand même de l'ordinaire de tout ça, hein, parce que c'est vraiment, Ouais, si oui. vous voulez, c'est traversé par toute une culture, qui n'est pas tellement questionnée, sur, la réalité de ces désirs et la manière dont aussi matériellement et dans la société, ça se concrétise. Alors Victorine, on a l'habitude de parler de la première page des bouquins de Morgan dans cette émission, mais le format particulier du livre de Julie Émile Fabre m'incite à faire un pas de côté avec toi. Comment est-ce que tu as réceptionné ce livre la première fois que tu l'as eu entre les mains, ou en tout cas que tu as vu les premières planches? Et bah, alors déjà, je comprends pourquoi tu fais un pas de côté, parce qu'effectivement, c'est un récit graphique qu'on a publié avec Morgan et on est super content d'avoir créé ce format. Victorine Gay, éditrice. Comment je l'ai reçu la première fois? Bah, déjà, c'était autour d'un dîner qu'on a organisé avec Thomas et Julie Émile Fabre, c'est là où j'ai rencontré l'autrice. Ouais. Et en fait, le propos m'a interpellée, m'a beaucoup intéressée, puisque c'est une dessinatrice qui a été accréditée pendant le procès des viols de Mazan, Oui. pendant les mois où ça s'est déroulé. Et elle a donc assisté aux audiences, réalisé des croquis, des portraits des accusés, fait des retranscriptions de ce qui était dit pendant le procès, les paroles des avocats, des accusés aussi.
Et elle a décidé de faire, en fait, son processus d'écriture, ça a été de faire une balance avec sa vie personnelle. Mmh. Et c'était intéressant pour nous parce que c'était une façon de montrer les violences systémiques, hein, qu'est la culture du viol, de montrer aussi les violences de genre et, à travers ce procédé d'écriture. Donc ça, c'est mon premier contact. Après, elle nous a montré justement ses croquis, elle nous a aussi montré ses dessins perso. Mmh. Et on s'est dit, bah, c'est comme ça, on va réfléchir à comment on construit ça, comment on fait la balance entre ses dessins, son texte courant. Donc il a fallu qu'on réfléchisse à tout ça. La réflexion, on l'a poussée avec une graphiste qui s'appelle Rebecca Polovic, qui a été vraiment d'une aide précieuse pour le bouquin. Au final, c'est un 200 pages, hein, Oui. et tout le taf, ça a été de faire de ce récit graphique cette espèce d'œuvre hybride que ça a donné, donc avec un équilibre entre le texte courant, les notes manuscrites qui le rendent très personnel, et les dessins qui sont par moments des croquis d'audience, comme je te disais, et par d'autres des espèces de respiration à travers des dessins plus personnels qu'elle avait dans son carnet. Et justement, tu vois, c'était ça l'objet de ce titre, c'est qu'il se parcourt à la fois comme, vu qu'elle a fait un énorme travail de documentation sur ce procès, donc à la fois comme un travail d'archive, et aussi comme un carnet perso de notes de tout ce que ça lui a évoqué. Mmh. Et à travers ça, ce qu'elle montre, c'est que en fait, c'est assez vertigineux. Ouais. Donc elle est aussi pleinement lucide par rapport aux raisons de ces violences qui en fait sont analysables, hein, des violences patriarcales. Et c'est l'objet de son titre, qui est un titre féministe, Oui. de mettre en lumière le fait que ces violences, elles s'incarnent dans un système qui les valide. J'ai assisté donc 2 jours à l'audience dans la salle de retransmission. J'ai pris beaucoup de notes, mais je ne voyais, voilà, que l'écran de retransmission avec une image fixe, sur le procès. Et effectivement, j'ai été assez, soufflée par, ce que j'entendais, saisie évidemment par, ce que c'est qu'une audience, de cour criminelle, des rencontres que je faisais, autour de moi, des personnes avec qui je me mettais à discuter de ça. Je percevais l'importance que ça avait pour eux et pour elles également de s'y rendre. Par chance et par choix, hein, je m'étais mise à, on va dire, à mi-temps de mon travail alimentaire, donc d'enseignante, et donc j'avais du temps, et c'est là que je me rends compte que des personnes dessinent, à l'intérieur de cette cour d'audience, et donc je me suis dit, «Mais moi qui dessine, alors, qui dessine de façon, on va dire, secrète, parce que je n'avais jamais osé montrer mon travail artistique à proprement parler. C'est-à-dire, voilà, je dessine, beaucoup depuis que je suis petite, c'est un de mes médiums, privilégiés, et là, j'ai fait une demande d'accréditation sur le tas, et j'ai eu la chance d'être accréditée. Donc c'est comme ça, progressivement, que les choses se sont mises en place et que l'écriture et le dessin ont commencé à se rencontrer pour, que ça donne lieu à une forme de documentation de ce que j'ai appelé moi une sorte de terrain de recherche, sur les violences de genre et sur les violences sexuelles et sexistes. Et voilà comment les choses se sont mises en place, avant même que j'ai l'idée d'en faire un livre, bien sûr. Ça, c'est venu plutôt, au mois de décembre, janvier. Et alors concernant justement cette, partie graphique de ton livre, on est en terrain connu. En tout cas, on retrouve dans tes croquis ce qu'on imagine, des images qu'on se fait des dessinateurs qui couvrent des procès. Au départ, tu travailles avec, des feutres noirs et 2 crayons de couleur, un bleu et un vert, avant d'élargir, progressivement ta palette. Tu expliques aussi avoir eu du mal au début, en tout cas, à capter les attitudes, les corps, mais aussi la cadence des débats. Comment est-ce que tu as réussi à trouver justement ton rythme et à illustrer cette intensité? Et qu'est-ce que ce travail graphique t'a permis de transmettre que le texte n'aurait pas réussi à faire seul? C'est vrai qu'au départ, donc comme, j'ai pu, être accréditée comme ça, sans l'avoir tellement, prémédité, ou en tout cas c'est arrivé, par comme par nécessité.
Je m'étais pas préparée, donc la première semaine, on va dire du mercredi jusqu'au jeudi. D'abord, c'était une première semaine très courte puisque Mmh. j'ai pris les choses, j'ai pris le train en marche. Oui. J'avais assez peu de matériel avec moi, bon voilà, comme je le disais, des feutres Micron, donc des feutres noirs, avec lesquels je dessinais déjà depuis, plusieurs années, et 2 crayons de couleur. Donc je me suis retrouvée, parachutée dans cette salle d'audience. Heu, Oui. Évidemment, c'est assez impressionnant parce qu'on est tout d'un coup, au cœur de l'action. Moi, c'était la première fois que je me retrouvais dans cette situation. C'est assez intimidant et là, effectivement, on est, voilà, face aux accusés que j'avais déjà entendus, écoutés les 2 premiers jours. Et donc soudain, là, c'est le réel qui nous arrive, Ouais. par tous les sens, tous les pores, j'ai envie de dire. Donc c'était très intimidant. C'est pour ça que je pense que mes premiers dessins étaient, un peu heurtés, un peu durs, au sens où, je ressentais une forme de pression. J'avais envie d'être, à la hauteur Mmh. de l'événement, je me disais qu'il fallait que j'arrive à restituer, ce que j'étais en train de voir et la chose, qui est assez, déroutante, c'est que bon, le sujet sur lequel on s'attarde, bouge, et puis, voilà, nous on doit faire avec, ce qui se passe, donc ça va très vite. C'est quelque chose qui m'a percuté, au-delà de la rencontre avec Julie Émile, qui est quelqu'un de très solaire. Arthur Wignard, directeur du développement. On rentre vraiment dans son récit comme une tarte dans la gueule, en fait. Mmh. Elle a vraiment un style très percutant, qui prend aux tripes, qui nous attrape par la main et qui nous lâche pas. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que on enchaînait les pages et on n'arrivait pas à lâcher vraiment faire une pause dans le bouquin. Et ce qui est très étonnant dans ce livre, c'est que c'est pas une bande dessinée Mmh. à proprement parler. Ouais. On est vraiment sur un essai graphique en fait, Ouais, parce que c'est ça. on a ce témoignage très personnel de Julie Émile qu'elle vient entremêler avec cette histoire sordide qui appartient un petit peu à tout le monde, le procès Pellico. Mmh. Et le fait qu'elle aère cette lecture dense, chargée, avec des dessins plus ou moins denses, parce qu'évidemment il y a énormément de dessins de procès. Le fait que on puisse respirer un petit peu sur certaines pages, on va découvrir tantôt son jardin, tantôt son bureau, ne pas avoir que des images de ce moment lourd de sens Mmh. Mmh. et avec des images fortes. Je pense que ça fait vraiment du bien. Comme on a du mal à en sortir, c'est bien que la respiration vienne par la page, par le dessin, agrémenter, nous aider à comprendre ce qu'on voit, mais aussi de temps en temps à prendre un peu de recul sur le texte, quoi. Donc voilà, au départ, j'étais sur un format A4, peut-être, très intimidée, un peu, on va dire, impressionnée aussi, par, Mmh. par ses regards, par ses présences, notamment parce que voilà, le sujet et l'intensité, on va dire, de ce qui se déroule là, nous fait ressentir à quel point, on est quand même face à des sujets, graves et la situation est grave. Donc voilà, je pense que mes premiers croquis que j'ai d'ailleurs, assez enfin qui sont présents, hein, dans le livre, il y en a, quelques-uns, qui sont, de cette période-là, on va dire, du procès. Quelques croquis au départ un peu maladroits, un peu durs, témoignent, de cette première semaine. Et puis Mmh. ensuite, je me suis vite rendu compte qu'il fallait que j'adopte un format, un peu plus large pour avoir plus de place, ne serait-ce que pour pouvoir, continuer à prendre des notes. Oui. Parce que je ne voulais pas abandonner, le fait de capter quand même par écrit, ce que Mmh. j'entendais des débats et c'est vrai qu'il y a certains moments où j'étais, je me disais: «Là, j'arrête de dessiner, il faut absolument que j'écrive, ce que j'entends parce que je ne veux pas le laisser passer». Donc j'ai pris un format A3, et j'ai commencé semaine après semaine, voilà, à me constituer ce matériel, de dessinateur d'audience, qui ensuite, est devenu beaucoup plus familier, avec lequel, j'ai pu vraiment, me sentir plus à l'aise donc Et est-ce que tu as pu échanger j'ai avec d'autres dessinateurs d'audience présents pendant le procès
qui sont «habitués» entre guillemets à ce genre d'exercice? Oui, 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 bien sûr, j'ai rencontré, un certain nombre de dessinateurs, dessinatrices qui exercent, en tant que dessinateurs judiciaires depuis, de nombreuses années. Heu, Certains, ont un travail à l'aquarelle, extraordinaire, Mmh. et une grande aisance et puis, sont, parfois rodés à l'exercice. Donc c'est pour ça que, heu, j'ai pu échanger aussi sur la manière dont ils pouvaient couvrir un procès. Heu, Mmh. un d'entre eux, me disait qu'il il ne se laissait pas tellement pénétrer par, la teneur des discours, D'accord. que voilà, pour lui, par exemple, le plus important, c'était, de se confronter aux personnages et de pouvoir être au plus près des sensations et de l'émotion, qui en ressortait et qu'il allait retranscrire, retransmettre dans son dessin. Moi, par exemple, alors, je le comprends après coup parce qu'effectivement, il faut, être en capacité de dessiner, 7 heures par jour d'affilée, tout en étant, traversé Ouais. par l'intensité de ce qu'on y vit. Je trouvais ça étrange, d'être un peu hermétique à ce qu'il se disait. Alors c'est pas vraiment être hermétique parce que c'est pas ça non plus, je pense pas, de sa part. Mais, oui voilà, j'ai pu comme ça, me confronter aussi à d'autres types de positionnements ou d'autres types de rapports à l'audience. Par rapport à ce que je voulais dire tout à l'heure sur le fait de dessiner, par exemple, les accusés, d'en faire le portrait, Oui. il y avait évidemment au départ, quelque chose de très intimidant. Hem, Eux, évidemment, n'ont pas le choix, si j'ose dire, d'être dessinés. Et dessiner quelqu'un, ça demande de le regarder avec, beaucoup Mmh. d'attention, beaucoup d'intensité pendant un long moment. Donc Ouais. je pouvais sentir, à de très nombreuses reprises, la désapprobation, par exemple, dans le regard ou dans l'attitude ou, voilà, D'accord. de certains accusés. Ça, je l'ai senti beaucoup au début. Moi, parfois, ça me mettait évidemment très mal à l'aise. Mais bon, j'essayais malgré tout, de soutenir, ces regards et ces moments, qui étaient, tout de même assez étranges. Et ce qu'il y a quand on dessine quelqu'un, c'est que d'une certaine manière, on le rencontre. Enfin, il y a une rencontre entre le dessinateur, la Mmh. dessinatrice et la personne, ne serait-ce parce que, voilà, on sait ce qui est en train de se passer et là, je suis en train de recueillir quelque chose de cette personne dans mon dessin. Et pour moi, c'était quelque chose d'assez impressionnant et puis très important aussi de faire des portraits de ces hommes qui, n'ont eu de cesse, ou de répondre, à la cour, notamment à la question: «Mais pourquoi n'avez-vous pas cherché à regarder le visage de Gisèle Pelicot?» Et eux de répondre, qu'ils n'y avaient pas pensé ou que bon, bah, le sexe, c'est le sexe ou que, bah, non, finalement, ça leur importait peu, le visage, de Gisèle Pelicot. Et donc dessiner des visages et dessiner des portraits, pour moi, avait d'autant plus d'importance à ce moment-là, que nous nous regardions dans les yeux, et qu'il y ait effectivement des quelque chose de la personne, qui transparaisse, de leur humanité, qui était toujours bouleversante, toujours, un moment en fait, de rencontre, très intense. Dans ton livre, tu alternes entre le récit du procès et des passages beaucoup plus personnels liés à tes souvenirs d'enfance notamment. Pourquoi, est-ce que tu as choisi cette alternance entre le procès et tes souvenirs personnels que Mmh. tu rédiges, eux, à la première personne? Je l'ai choisi parce que quelque part, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'était pas du tout un choix difficile, c'était même, pour moi, peut-être la seule manière que j'avais de pouvoir, retranscrire, ou parler de ce procès, voilà. Parce que comme je ne suis pas journaliste, c'était mon premier procès, en cour criminelle, on va dire, où j'avais en tout cas un rôle, à jouer. Et donc j'ai mêlé le récit intime, et le récit de l'audience, parce que c'est pour ça que j'y suis venue aussi. Quelque part, si je me suis intéressée à cette audience et si j'ai pu ensuite avoir occuper cette place, c'est parce que,
j'avais envie de répondre à des questions, qui étaient des questions, à la fois intimes et des questions, sociales, sociétales. Donc j'ai mêlé les 2 parce que pour moi, c'est l'intime qui m'y a menée et c'est, en parlant de l'intime que je me suis aussi sentie légitime de pouvoir parler de ce procès. Sinon, je me serais peut-être pas sentie, légitime de retranscrire, on va dire, uniquement un rapport d'audience, quoi. C'est aussi dans le sens, je pense, du geste de Gisèle Pelicot, ouvrir, l'audience, aux citoyens, citoyennes, heu, c'est donner la possibilité à chacun et chacune de s'emparer de ces questions, Mmh. publiquement, c'est-à-dire, en les faisant sortir du secret trop présent, autour de la question des violences, sexuelles, de la question, des violences, sexistes. C'est-à-dire que tant l'inceste, tant le viol, tant les violences intrafamiliales, voilà, toutes ces questions-là, souvent sont tabous, on n'ose pas en parler ou alors, voilà, ça reste dans la sphère, intime. Or, pour qu'on puisse lutter contre ça, il faut absolument que, on en parle. Il faut qu'on se rende compte qu'en parler, c'est, nommer, les situations vécues, nommer les problèmes, et donc trouver des solutions et donc, Mmh. pouvoir lutter contre. Et je pense que c'est par là, c'est par cette sortie du silence et tant de livres, tant d'œuvres nous le montrent très bien. C'est cette sortie du silence et c'est le fait, d'essayer d'en montrer les mécanismes qui nous permettra, de pouvoir, les banaliser d'une certaine manière, mais parce qu'elles sont quelque part banales, mais on les approche toujours comme des situations graves et exceptionnelles. Or, la réalité est qu'elles sont tellement banales, que finalement elles ne cessent de se produire et de se reproduire. Mais voilà, cette banalité, doit, on doit en prendre la mesure du fait qu'elles ne peuvent plus, être, impunies et d'une certaine manière, on doit s'emparer tous et toutes de ces questions et de ces réflexions à plein d'âges de la vie, heu, pour se rendre compte que, ces mécanismes ne sont pas des mécanismes, sains et qui vont dans le bon sens pour notre société. Et alors justement, qu'est-ce que cette exploration, personnelle, on va dire, t'a appris sur toi-même et comment ça a nourri ton regard sur, la violence et chez les autres? Parce que tu expliques, avoir beaucoup travaillé seul, de ton côté aussi ou peut-être avec un thérapeute comme tu disais tout à l'heure, en cherchant des façons d'anesthésier ces formes de violence qui étaient en toi, Mmh. comme dans tout un chacun d'ailleurs. Oui, bah, c'est-à-dire que, il y a quelque chose, forcément, on va se dire, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la thérapie, dans tout ça. Moi, je pense que la thérapie, pour moi, elle a eu lieu avant. En tout cas, je distingue, la mise en forme, d'un ouvrage, qui va devenir, on va dire, une œuvre, un livre, quelque chose comme ça, du Mmh. processus thérapeutique, pour, soigner, des blessures, intimes. Donc oui, moi, ces violences-là, m'ont fait, effectivement trébucher, ont eu des impacts, sur mon corps, sur mon psychisme, sur ma manière d'être au monde, ont influé dans mes relations, qu'elles soient, personnelles et professionnelles, et cetera. Heu, donc je n'ai cessé d'essayer de, trouver des moyens d'agir, de faire des choses tout en dépassant, on va dire, ces blessures qui revenaient. Alors, voilà, j'ai un parcours, qui fait qu'effectivement j'ai vécu des dépressions, qui sont soignées, avec, des traitements, médicamenteux, un suivi psychiatrique, des effets secondaires et cetera. Quand on tombe malade, Heu, on a envie de comprendre ce qui provoque la maladie ou, ce qui, à un moment donné, fait que, ça nous atteint si fort, à certains endroits que notre corps, heu, nous le dit, puissamment. Hem, donc s
pour moi, ce procès, a aussi été un moyen, encore, différent et supplémentaire d'essayer de comprendre ce qui nous ce qui nous atteint profondément. Heu, comprendre les mécanismes qui font que, on en tombe malade et on en est quelque part collectivement malade aussi. Hem Si j'ai pu écrire ce livre, c'est parce que quelque part, voilà, j'ai, vécu plusieurs années, on va dire, de thérapie. Donc, je suis allée chercher de l'aide, du point de vue, psychologique, du point de vue psychiatrique, et cetera. Et à partir de ce que j'ai pu en retirer, en comprendre, et ce que j'ai pu en partie, soigner, à proprement parler, hein, Mmh. hem, j'ai pu ensuite pouvoir, enfin avoir, la ressource suffisante pour affronter, un tel procès. Je pense que si j'avais été encore pleinement heu, dans l'émotion, et dans, les blessures ouvertes que j'avais auparavant, probablement j'aurais pas pu faire front, à cette histoire-là, et j'aurais pas pu la mettre en forme. Donc ça ne veut pas dire, que tout est résolu, mais ça veut dire que, à ce stade de mon parcours, j'étais en mesure de pouvoir, m'en emparer comme, d'un terrain, de quelque chose que je pouvais mettre à distance et sur lesquels je pouvais, mettre en forme. Et dans ton livre, bah, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, dans ton livre, tu racontes aussi, de nombreux souvenirs de violences verbales de la part de ton père que tu mets en lumière avec beaucoup de sincérité. Pourtant à la fin, dans tes remerciements, tu lui rends hommage, ainsi qu'à ta mère et ton frère, en soulignant le soutien et l'espace qu'ils t'ont donné pour écrire ce Mmh. livre. Mmh. Comment justement l'écriture de ces passages, t'a-t-elle permis de mettre des mots sur ces violences et qu'est-ce que ça vous a apporté sur le plan personnel à tous les 2? C'était très, très bouleversant quand même, d'écrire, ce livre. Mmh. J'ai traversé plusieurs phases, au cours de l'écriture. Alors, heu, au moment où je me suis autorisée et où j'ai senti que, voilà, j'étais en capacité de pouvoir formuler ça, c'est-à-dire aussi de pouvoir, quelque part, rendre public un certain nombre de choses très intimes, ce à quoi, s'affronte, toute personne qui travaille, l'autofiction ou, voilà, mais tous les Mmh. artistes, tous les artistes, ou en tout cas, dans énormément de démarches artistiques, il y a cette Ouais, ouais, ouais. part de soi que l'on donne. Et parce que j'étais, enfin prête à avoir une démarche artistique, je pense déjà, et d'une part, il y a eu ça, ce franchissement pour moi, et ensuite, de me permettre de livrer, des choses qui finalement m'appartiennent. Parce que j'ai eu évidemment de très, très longues discussions avec mon père et mes parents, sur, toutes ces situations, qui ont été vécues de manière violente, en tout cas de ma part. Ça a été vécu entre nous, donc quelque part, ma famille n'apprend strictement rien dans ce livre. Ils ne découvrent rien qu'ils ne connaissent déjà, en tout cas venant de moi. Si je les remercie à la fin, et si je leur dis que je les aime, malgré toutes sortes d'événements vécus, qui peuvent être, qui contiennent de la violence, c'est vrai, c'est que effectivement je les aime malgré tout ça, et je crois qu'on ne peut pas, ne pas, se heurter et s'affronter et vivre les choses de multiples points de vue. Ce que moi je perçois comme violent, évidemment, eux ne l'ont pas perçu comme tel, et inversement, ce Mmh. que eux vont percevoir comme violent, je ne l'aurais pas moi perçu comme ça. Donc au fond, je ne livre que ma partie de ce que j'ai vécu et comment moi je l'ai vécu, intériorisé, et restitué. Et oui, je les remercie pour l'espace, qu'ils m'ont donné. Alors ça n'a pas été sans heurts, c'est-à-dire, bien sûr que ça nourrit une crainte, chez eux de quoi est-ce que tu vas parler? Pour qui, enfin voilà, pour qui pour qui est-ce qu'on va passer? Enfin, vous voyez toute cette Mmh mh. peur en fait Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ouais. de la, de la publicité d'une certaine manière, voilà. Hem
j'ai essayé à chaque fois de le faire avec la plus grande délicatesse possible, mais je voulais aussi la plus grande sincérité possible. Et donc, ça a toujours été quelque chose qui me faisait frémir, tout en me, tout en me disant qu'au fond, cette partie intrinsèque de violence qu'il y a dans toute famille, heu, il est important de la manifester parce que elle n'est pas, elle ne relève pas que de rapports, pour moi individuels, et interpersonnels. Elle est aussi le fait, de rapports sociaux et donc d'une culture, qui est dans laquelle on est toutes et tous pris. Donc je sais que quand mes parents réagissent de telle ou telle manière, par rapport à ce que je peux faire, c'est aussi la manière dont eux-mêmes ont été, éduqués, la manière dont elles-mêmes et eux-mêmes sont pris dans des schémas, sociaux, plus ou moins, interrogés ou pas. Donc ça n'est jamais que strictement, des rapports intimes. Je pense que le social est aussi profondément intime et inversement. Hem, donc ça ne peut pas être pour moi, quelque chose, de simplement, qui ne nous regarderait que nous et qui ne regarderait personne d'autre. C'est je au fond, je parle de la société et ils m'ont permis, en livrant, des parties vécues dans notre, famille, ils m'ont permis, même si, ils ne savent pas forcément de quoi je parle, ils m'ont laissé tranquille pour le dire. Tu l'as dit, tu as suivi quasiment l'intégralité du procès Mazan. Tu étais vraiment au cœur de ces témoignages tous les jours et tu disais tout à l'heure que certains dessinateurs d'audience arrivaient à faire «abstraction» entre guillemets de ce qu'ils entendaient pour se concentrer uniquement sur le dessin, sur le croquis. Toi, j'ai lu que tu t'étais habitué à la nausée. Mais, malgré tout, quand tu rentrais chez toi le soir après ces audiences, qu'est-ce qui te restait de ces moments et comment est-ce que tu réussissais à les laisser derrière toi pour retrouver un peu de quotidien ordinaire? Oui, on s'habitue, quelque part à la nausée, parce que, déjà j'avais une «mission» entre guillemets, hein, enfin c'est-à-dire, j'avais un rôle, disons, là-dedans et ce rôle, c'était de faire des images, à un endroit où justement, il n'y avait pas de moyens d'enregistrement audiovisuel. Donc on s'habitue à la nausée aussi, pourquoi? Parce que, c'est humain, profondément humain. On est dans une cour, criminelle, une cour de justice. C'est c'est vraiment un théâtre d'humanité qui ne retranche rien, et évidemment qu'on aborde, des questions, profondément dramatiques, très, très violentes. Et en même temps, voilà, on fait société, parce qu'on les interroge ensemble et parce qu'on doit avoir la force de les affronter ensemble. Donc j'ai fait des rêves, bien sûr, j'ai fait, des cauchemars, Mmh. certaines nuits, après les audiences, dont je parle dans le livre. Mais évidemment, je n'étais pas seule, et on pouvait les affronter et heureusement qu'on discutait, les uns et les autres, à la sortie de l'audience. On était vraiment, très soudés Mmh. aussi pour affronter tout ça. Oui, bien sûr, il y a des sortes de craintes qu'on peut avoir. Moi, j'avais toujours l'impression de croiser, des accusés à n'importe quel moment dans la rue, même plusieurs mois après le procès, parce qu'on a été, plongés, avec toutes ces personnes-là et qu'on a vécu ça avec eux, Mmh. à ce moment-là. Et en même temps, voilà, on doit, quelque part être à la hauteur de ce moment de vérité d'une certaine manière. Alors c'est peut-être un trop grand mot, mais en tout cas, de ce qui se passe dans une cour de justice et qui a un moment de construction, on va dire, à la fois intellectuel, social, très, très fort, collectif et auquel, on essaie chacun et chacune, de contribuer. Ça faisait partie de l'expérience et c'était nécessaire. Le livre, il a quand même cet avantage de nous permettre d'aller dans la salle Ouais, du d'audience. tribunal, quoi, d'audience, Mmh. d'écouter aussi ce que les accusés ont à dire, Mmh. de revivre le procès par le biais de quelqu'un qui n'était ni sur le banc des accusés, ni plaignante.
qui est Julie, du coup, qui était là pour le dessiner. Et donc, il y a ces scènes où elle raconte le soir, quand elles sont au bar, à débriefer avec d'autres femmes qui ont assisté au procès aussi, et où il y avait ce besoin de vider son sac et tout ça. Et puis, en fait, comment la journée, c'était la banalité du mal, d'avoir ces violeurs devant elle qui essayaient tant bien que mal de justifier leurs actes. Et le soir, c'était la difficulté de comment tu te places par rapport à tout ce que tu as entendu la journée. Donc, parfois, comme elle disait, presque une envie de les croire, de les pardonner, de tout ça. Et après, le vendredi, va être diffusée une vidéo des viols. Et là, forcément, le truc se retourne complètement et tout. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué dans le développement de ce projet, parce que Julie Émile, en plus, n'habite pas trop loin de Marseille, donc elle est régulièrement venue dans nos bureaux à Marseille, c'est le témoignage, en fait. Le fait d'être à peu près à froid par rapport au procès, parce qu'elle l'a vécu, elle l'a digéré, elle a écrit dessus et tout ça. Elle nous a montré les dessins de la salle, où était placée Gisèle Pellicot, où elle était placée, évidemment, où étaient placés les accusés et tout. Et en fait, elle a assisté à un vrai morceau d'histoire, pour le coup, parce que c'est un procès qui a eu un retentissement absolument colossal, mondial, et qui restera pendant longtemps. Et en même temps, cette vie qui continue, malgré tout, qu'est-ce qu'on en tire, comment on raconte aussi ces choses-là, comment on les transmet. Et c'est vrai que la figure de Gisèle, elle parcourt le livre, quoi, en fait. Tu sais, je crois qu'elle a été nommée parmi les personnes les plus influentes du monde par le Times ou un grand magazine américain. Et cette fameuse personne-là, elle était là à quelques mètres de Julie, elles ont beaucoup échangé et tout ça. Et en même temps, dans le dessin, dans cette première page, il y a la figure historique de Gisèle Pellicot, je trouve, qu'elle a réussi à tenir dans un petit sketch un peu brouillon comme ça. Ouais. Et ouais, je pense que c'est un grand dessin. Je trouve qu'on rentre tout de suite dans le sujet, alors que justement, paradoxalement, Gisèle Pellicot n'est pas le cœur du livre. C'est une réflexion plus globale qu'elle amène. Alors, d'habitude, je termine cet entretien avec mon petit bingo des influences, mais pour toi, je dois bien avouer que j'ai un petit peu galéré, donc tu me diras si je suis sur la bonne voie ou complètement à côté de la plaque. Alors, on y retrouve, concernant la partie graphique, sans trop prendre de risques, parce que tu en parles dans ton ouvrage un peu, de Noël Ehrenschnitt, une immense aquarelliste qui a couvert de nombreux procès. Je tente aussi certains travaux de Posy Simons et Honoré Daumier pour ces caricatures de procès. Est-ce que c'est des noms qui te parlent? Alors, Noël Ehrenschmidt, oui, bien sûr. Posy Simons, non, je ne vois pas, mais je vais aller, je prends tout de suite note. Ok. Voilà. Et puis, Daumier, oui, bien sûr, mais ça me fait, plaisir. Mais étant donné que c'était la première fois que je faisais ça, moi, je suis arrivée un peu avec une habitude de dessin, je vais dire, de croquis au café, quoi. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup dessiner D'accord. ce que je vois. Mhm. C'est pour ça que j'ai toute une partie de mon travail qui est très figuratif, parce qu'en fait, je dessine ce que je vois. Donc, je dessine les gens, je dessine les paysages, les arbres, voilà, je peux autant dessiner Il y a quelques dessins dans le livre qui sont aussi des dessins de nature, de rivières, etc. Donc je dessine ce que je vois. Et je viens pas du tout du monde de la bande dessinée, donc j'ai assez peut-être peu d'influence directe par rapport à ça. Mais oui, effectivement, je suis nourrie du point de vue de tout le champ artistique. Mais vraiment, j'aborde le dessin avec la simplicité la manière dont ma main et mon regard sont connectés pour retranscrire quelque chose de ce que je perçois de façon sensible. Après, il y a des dessins qui sont plus oniriques, qui sont aussi plus abstraits et qui rejoignent plutôt ce que je peux faire au niveau du rêve. Mais voilà, Posy Simons, évidemment, je vais aller voir tout de suite. Ok. Merci beaucoup, Julie Émile, pour ton partage et ta disponibilité. Merci. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cette nouvelle première page. Le procès des violences intrafamiliales à l'affaire Pellicot de Julie Émile Fabre sera disponible aux éditions Morgan au prix de 24,90 à partir du 4 mars en librairie. Petit rappel, évidemment, le prix du livre est le même partout en France, alors n'hésitez pas à soutenir votre libraire préféré. Pour ne rien rater de l'actualité des éditions Morgan, direction le site internet morgan-bd.com et leurs réseaux sociaux bien sûr, Instagram, Blue Sky, X, sans oublier leur chaîne YouTube. Et on se retrouve très vite pour tourner la prochaine première page et découvrir de nouveaux univers avec les auteurs et les autrices des éditions Morgan.